J'aimerais sans plus tarder justement présenter notre conférencière d'ouverture, notre keynote, Stéphane Martelly. Alors Stéphane Martelly est née à Port-au-Prince, en Haïti. Elle est écrivaine, peintre et chercheur, et elle poursuit une démarche réflexive sur la littérature haïtienne contemporaine, sur la création, sur les marginalités littéraires, ainsi que sur les limites de l'interprétation. Elle est l'autrice d'un essai en recherche-création, Les Jeux du dissemblable, Folie, marge et féminin en littérature haïtienne contemporaine. Ses plus récentes publications comprennent La fable philosophique comme un trait, le fil d'or et d'argent, en 2022, le recueil de poésie Inventaire par Triptyque en 2016 et L'enfant gazelle publié par Remue-Ménage en 2018. Elle réalise aussi la traduction du livre de Kay Kellow, Magnetic Equator, sous le titre Équateur magnétique en 2023 et 2 fois finaliste au prix de traduction de l'ATTLC et du Québec Writers Federation. Elle a inauguré la collection Martial aux éditions du Remue-Ménage, qu'elle conçoit comme un atelier de création dédié aux femmes noires. La collection compte aujourd'hui 6 titres dans des genres variés. Stéphane Martelly est professeur en recherche-création et en littérature de la Caraïbe au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi directrice littéraire de la collection Martial qu'elle a fondée aux éditions du Remue-Ménage justement et co-directrice du groupe de recherche Versus de l'Université de Sherbrooke. Alors quelques-uns de ses ouvrages ici, Les Jeux du dissemblable, Équateur magnétique et Inventaire, si vous voulez lui en parler après sa présentation. Stéphane, c'est un honneur. Merci de nous recevoir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Est-ce que je me mets ici ou ici? Comme ça peut juste être un peu mieux. Oui, on doit être bien. Non, non, mais ça peut être bien ici. Allez-y. Excuse, mais je vais vous parler longtemps. Oui, je sais. Et là, vous m'entendez bien? Oui. Oui. J'ai choisi la solution un peu de la position assise. Alors, je voudrais commencer par remercier très chaleureusement les organisatrices de ce premier colloque portant sur les études noires au Québec. Les remercier de m'avoir invité à ouvrir ces 2 journées de discussion au sujet de l'avènement des études noires. L'avènement, vous avez bien vu depuis tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait un avènement, mais peut-être quelque chose qui se consolide et qui se constitue. Je suis touchée par cette invitation et en même temps, j'en mesure pleinement la responsabilité. Il faut déposer soudain quelque chose ici, depuis cette place, ce lieu qu'en suivant la pensée de la collection Les Martiales, j'ai souvent appelé un lieu non cédé et non apaisé. Nous le savons depuis toujours, et pas seulement depuis hier, ce que ce lieu fait de nous. Nous voici pourtant bien résolus à penser, déposer une pensée qui éventuellement pourrait nous extraire de cette place assignée, nous permettre de la considérer, de la regarder autant qu'elle nous regarde. Une pensée qui nous permettrait non seulement d'en rendre intelligible la violence, les procédés, mais aussi qui nous inscrivent incessablement dans une longue histoire de lutte, de victoire et d'invention de nous-mêmes. Je vais donc aujourd'hui vous proposer un parcours qui se faufile à travers des textes de la littérature haïtienne, du dedans et du dehors, pour convoquer par 2 fois la condition noire sur ce continent. Condition noire que j'aperçois ici avec vous, impérativement dans ces 2 volets ou ces 2 versants. Un versant minoritaire, qui concerne généralement ce qu'on a pris l'habitude de nommer études noires, celui qui s'intéresse à la condition noire dans des espaces fortement occidentalisés, voire coloniaux, dans lesquels la population noire constitue un groupe important mais minoritaire. Un autre versant, majoritaire, qui concerne plutôt les études consacrées à différentes régions du monde, qui, si elles sont agitées de toutes sortes d'enjeux majeurs d'inégalité sociale, de tensions politiques, de conflits ou d'agressions géopolitiques internationales, sont néanmoins des espaces
où les populations noires constituent la majorité de la population. Ces travaux sont traditionnellement désignés comme un champ d'études régionaux, Caraïbes, Africana, etc. Je ne cacherai pas que sur ce continent, je penserai surtout à Haïti, pour représenter cet autre versant, qui, bon gré mal gré, a constitué un espace puissamment anticolonial, un espace d'autonomie radicale et de liberté. La littérature sera le prétexte pour moi de m'adresser à ces deux contextes-là, car non seulement ils sont pertinents à la grandeur des Amériques, mais au Québec, tout particulièrement, la population d'origine haïtienne les force à coexister. Je dirai un mot, si j'ai le temps, sur mes recherches actuelles qui interrogent et les confrontent, ces deux versants, à travers le travail de la création et de la poésie. Mais toutefois, le plus important sera de me demander, un peu à rebours de la proposition du titre de notre journée d'études, non pas comment décentrer les études noires, mais plutôt de quoi le noir est-il le centre. Comment penser à construire un domaine d'études sans nous éloigner jamais de nous-mêmes, en nous donnant au contraire les moyens de sans cesse penser notre humanité lumineuse et notre libération. Autrement dit, je voudrais aujourd'hui, avec vous, observer, vivre et profondément éprouver ce que Toni Morrison avait dit quand elle disait « ce qui se meut dans les marges », les récits, les voix, de la poésie et de la théorie. Surprendre dans cette nuit étalée en étoiles, cette pensée imprévue, suffisamment catastrophique pour nous sauver, de toute urgence, des ordres qui s'acharnent à nous tuer. Suffisamment belle pour nous effectuer, nous réaliser et nous imaginer au-delà de la mort, puissante et triomphante. Il est vrai qu'en dehors de ces questions traversant ma recherche, je suis très concrètement amenée à me demander ce que signifie la place de mon corps et ce qu'il brouille ou interrompt dans le cadre des espaces de savoir. Ce qui, dans cette interruption, m'appartient en propre et ce qui m'est proposé ou imposé de l'extérieur. Alors, je repense à Marie Vieux-Chauvet, qui savait traverser les corps de ses personnages, les faire traverser de si improbables pour les saturer et les élancer vers une pensée de l'ordre totalitaire, et de ce qui finalement arrive à lui échapper. Alors je repense à Emma, le personnage de Marie Céliagnan, qui écrivait sans relâche une thèse inachevable et illisible pour, je la cite, les colons de Bordeaux, et à son cri qui s'élançait depuis son rêve jusque dans la nuit des couloirs de la psychiatrie. Quelles habitudes et quelles audaces de l'universel me sont encore possibles, malgré l'étroitesse d'un temps qui sans doute me voudrait rétréci, pour citer Simone Schwarzbach, à la mesure de son imagination perverse de mon corps, prisonnière de cette place, de cet ordre délétère qui aurait déjà tout prévu, tout ordonnancé à sa guise. Si ce n'était ce cri soutenu et insupportable, chargé de l'interrompre, ce cri et ces mémoires trouées qui sont ceux de la création des femmes noires, des femmes haïtiennes, entre autres. C'est donc ce parcours que je vous propose aujourd'hui à travers mes différents chantiers, un parcours incomplet où rien ne sera résolu, rien ne sera éclairé, mais au bout duquel peut-être nous aurons déchiffré quelque chose. Qu'est-ce qu'un corps racisé? En survolant Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet et le livre d'Emma de Marie Céliagnan, on aperçoit ce qui pourrait orienter le propos vers une réflexion sur la racisation des corps. Dans Amour, colère et folie, le célèbre triptyque de Marie Vieux-Chauvet, deux personnages au moins voient une grande part de leur destinée modelée par l'apparence de leur corps. Claire, dans Amour, est une vieille fille de province qui, comme son nom ne l'indique pas, a la peau foncée. Dans sa chambre, Claire, la seule des trois sœurs qui ne sera pas choisie par un homme, lentement dépérit, tout en étant absolument lucide sur le monde qui l'entoure. Dans Colère, Rose, une jeune fille de la haute bourgeoisie noire de Port-au-Prince, est livrée en proie par sa famille à un tortionnaire de l'ordre totalitaire qui fera payer à son corps nubile sa rage de rejeter de la société. Avec leur lucide cruauté ainsi que la tension dramatique introduite par l'exercice impitoyable du totalitarisme sur les individus, il est difficile d'ignorer la manière dont ces textes de Marie Vieux-Chauvet mobilisent l'enjeu de la violence organisée, sans cesse confrontés aux désirs ambivalents voire contradictoires des personnages. C'est une violence extrême qui ravage les vies et devant laquelle ils ne peuvent que périr, comme c'est le cas pour Rose, ou succomber à leur tour, comme le fera Claire qui assassine le tortionnaire qu'elle est due. C'est une violence qui, à travers la plume de Chauvet, questionne inlassablement victimes et bourreaux sur leur responsabilité propre dans cet ordre absurde qui fait irruption avec brutalité dans leur univers et aujourd'hui la dévore. Pour ces femmes, c'est sur le terrain de leur corps que se joue cette violence. Les femmes de Chauvet qui portent de leur voix la manière dont la dictature installe la terreur et l'exécute sur les sujets, portent aussi sur leur corps les marques de ces conflits. Ainsi, quand la peau foncée de Claire devient un inconvenant rappel des originiers,
Quand le corps de Rose devient le lieu douloureux d'un ignoble marchandage pour la sauvegarde de terre, ces deux protagonistes deviennent un véritable territoire, voire un site de violence, où constamment s'affrontent les ordres passés et présents, qui tous deux leur dénient leur individualité. Mais dans le livre d'Emma, c'est le corps d'Emma lui-même, photographié inlassablement par les journalistes dans ce territoire donc non haïtien mais nord-américain, à la suite du meurtre de sa fille qui se sont, je cite Marie-Céline, repus de sa chair bleue. Emma est celle qui crie pour toutes celles qui n'ont pas pu crier et qui rêvent de cyclones capables seuls de saccager suffisamment cette histoire de négresse dont personne n'entend les cris. Emma qui raconte sa vie à Flore, la poupée à la peau à l'envers, qui n'appartient néanmoins à cette lignée. Flore qui recueille son récit sur la vie des femmes noires de sa destinée, et Emma qui, de femme en femme, d'ailleurs et en ancêtre, rêve de remonter le cours de l'histoire pour trouver une explication à toute cette souffrance qui la submerge. Emma qui veut, depuis son destin de noir à la peau bleue, retrouver et défaire le chemin des négriers, ces bateaux ventrus par lesquels toute la violence a commencé. Donc, dans les deux cas, on peut parler d'un marquage des corps qui s'insinue à travers ces personnages féminins et qui induit une forme de différenciation. Cette dissemblance s'articule autour de ces corps qu'elle violente, qu'elle marque et qui organisent leur destin. Et ainsi, on pourrait réfléchir avec Leonora Miano à ce qui constitue pour ces femmes et pour nous-mêmes un processus de racialisation ou de racisation. Je cite Leonora Miano, « Les traits diasporiques indiquent une définition de soi modifiée par l'histoire à travers laquelle la catégorie noire fut créée. Il a fallu la déportation de subsahariens vers les Amériques, la racialisation des personnes ascendantes subsahariennes et des imaginaires mondiaux pour que la couleur de la peau soit investie de signification politique. » J'ajouterai à cela, il a fallu que quelque part dans cette même Amérique, un tout petit territoire décide d'assigner une autre signification radicalement opposée à cette assignation. Marie donc Vieux-Chauvet va publier Amour, colère et folie en 1968. Ce roman, c'est un triptyque qui montre dans son troisième terme trois fous qui écrivent des poèmes que nous ne lirons pas, enfermés dans une cahute, un trou où se cachent les diables, d'où ils se cachent des diables qui ont envahi la ville. Il faut retenir surtout que depuis ce trou, ils écriront inlassablement une poésie, une catastrophe de papier blanc au cœur de l'œuvre romanesque, une œuvre absente, une chose qui les regarde et qui nous demeurera toujours inaccessible. Plus que la racisation des corps, c'est dans cette ambiguïté autour de la perspective que se joue chez Chauvet le rapport de dissemblance. Si les corps de Claire et de Rose sont bien marqués par l'histoire, voire l'histoire coloniale, c'est en référence au projet haïtien d'autonomie et de libération que les rapports sociaux nous sont donnés, malgré tout, malgré le contexte dictatorial, à lire et à déchiffrer. Il s'avère que c'est la femme, cette figure est si souvent élaborée comme comprise comme une figure d'altérité, qui porte un peu ces jeux de différenciation. Le féminin apparaît donc de la fiction à l'énonciation subjective selon des modalités singulières le long d'une chaîne d'énonciation qui va du lecteur, de l'auteur, de l'autrice à la lectrice, en passant par des représentants de papier d'une façon qui met en branle le processus de la création, mais aussi sa lecture et le processus critique chargé de s'y confronter. Plus tard dans le texte de Marie Vieux-Chauvet, c'est le personnage de Cécile qui est introduit et qui est le plus emblématique de ce mouvement. Introduit plus tard dans le troisième récit Folie, elle met en lumière quelque chose d'essentiel à l'œuvre de Chauvet et de ce qu'elle inaugure dans le Cataclysme. Elle ne se contente pas d'être le réceptacle de la violence. Elle ne se contente même pas de répondre à la violence. Ce personnage secondaire au prénom emblématique, qui est introduit quelques 3 pages après le début de Folie, est la cause profonde de cette écriture du texte. C'est à cause d'elle que les fous écrivent. Et c'est grâce à elle que ces histoires sont rapportées. Écrivant elle-même des textes dont nous ne saurons rien, elle est le témoin de la crise, des violences et des arrestations qu'elle peut seule, véritablement, regarder. Dans ce contexte, regarder, ce mot regarder, est déjà en créole haïtien un acte d'une grande importance et gravité, qui donne une dimension au sujet dans le symbolique. Aux yeux de la répression, regarder, c'est se porter garant, c'est être complice. Aux yeux de ceux qui résistent, c'est ceux qui restituent les sujets à leur véritable statut d'humanité. Cécile, donc, arrêtée, deviendra, comme de nombreuses héroïnes de Chauvet, un corps agressé, violé, un site où la violence peut s'exercer, mais pas que. Cécile, c'est surtout inscrite au cœur du texte une figure discrète, mais capitale, celle de la lectrice idéale,
celle que le poète espère pour l'avènement de son texte, qui en devient la finalité ainsi que le possible écueil, la promesse de son accomplissement par la lecture et le risque de son échec. Une question donc épistémique du regarder. Donc, ce qu'on découvre à travers ce texte marquant du contemporain haïtien, ce sont des enjeux cruciaux. On réfléchit avec eux au marquage des corps, qui peuvent à la fois porter la mémoire coloniale de la racisation et s'en dégager pour fonctionner selon un autre paradigme où cette mémoire coloniale de racisation devient caduque. Ces corps permettent d'être ouverts vers une réflexion théorique plus vaste qui les contient et les transcende. Si c'est le cas, c'est parce qu'ici, dans ce contexte haïtien, la norme est elle aussi occupée par des corps noirs. La marche fluide ne s'exécute donc pas avec quelque chose qui relèverait de l'Occident. La violence apparaît, pour ainsi dire, hors de l'étau de la racisation, et le corps noir n'est pas de manière essentielle le corps de l'autre. Tout autre est le parcours qui nous est proposé dans le livre d'Emma de Marie-Célie Agnan. Publié plusieurs décennies plus tard et dans un contexte qui est le nôtre, l'action se passe ici même, dans cette ville, Marie-Célie Agnan a écrit ce roman puissant pour évoquer le parcours d'Emma, la noire du 122, internée en hôpital psychiatrique depuis le meurtre de sa fille. Cette prémisse apparaît un peu dans le roman, qui de fil en aiguille va se présenter plutôt comme le dialogue ou le tête-à-tête entre Emma et Flore, chargé par le médecin traitant, le docteur McLeod, d'interpréter les paroles d'Emma. Dans une démarche psychiatrique, il veut comprendre la folie d'Emma, comprendre les causes de son geste fatal. Mais Emma n'a pas l'air du tout de se préoccuper de ce projet du médecin, censé la sauver ou replacer son acte dans un cadre acceptable qui la restituerait à l'ordre auquel elle veut échapper. Elle refuse d'ailleurs de lui parler en français, alors qu'elle comprend parfaitement cette langue, la maîtrisant même à un niveau de sophistication puisqu'elle a autrefois rédigé une thèse de doctorat. Elle préfère ne lui dire que le bleu, la couleur insécable de son lagon d'origine qui rendrait les gens fous. Elle préfère opposer à sa recherche qui voudrait la sauver, la judiciariser, lui donner sans doute un nom et une place dans la grande armoire de la maladie mentale. Elle préfère donc opposer un refus. La folie d'Emma, en effet, est acte. Dans un refus de communiquer ou encore un refus de produire une parole absolue qui, avant l'arrivée de Flore, est sans destination. Elle veut à la place pister les causes plus profondes qui ne mettraient pas fin à sa folie ou la circonscrirait dans le cadre rigide d'une nosographie détaillée des symptômes pour lui enlever la responsabilité. Tout au contraire, elle en assume la pleine agentivité et trouve dans ce contexte qui l'environne la justification éthique de sa folie. Puisqu'Emma parle parfaitement cette langue, on peut se demander ce que Flore a la peau retournée, selon Emma, donc, mais parfaitement noire elle aussi, comme le lui rappellera Emma à de nombreuses reprises. Ce que Flore a réellement interprété, si ce n'est la langue, qu'est-ce? Il faut examiner donc ce dispositif textuel qui inscrit à la fois le refus et la narration. Il faut apercevoir que l'enjeu d'un livre d'Emma est d'inscrire à la fois le refus absolu de se conformer à l'ordre blanc triarcal et la volonté malgré tout de transmettre cette parole maudite à la prochaine, pour l'en alourdir et la libérer tout à la fois. Emma dit, tout le monde prétend que j'ai l'air d'un puzzle mal assemblé. Pourtant, j'ai beau me tourner et me retourner devant le miroir et me demander ce qu'il faudrait changer, rien, jamais rien ne me vient à l'esprit. Donc, Emma, qui ne voit rien à changer à son corps, pourtant tellement malmené et honni à cause du contexte colonial et raciste, au contraire, dénote à quel point cette violence, même à travers les gestes de ses proches, est une violence qui vient de l'extérieur, qui ne lui appartient pas en propre et qu'elle reçoit. En un mot, aussi violente soit-elle, ce ne sont pas des représentations qui lui appartiennent, mais qu'elle subit, auxquelles vient s'opposer de plus en plus nettement la puissance de son refus. Et donc la racisation va opérer de manière rhétorique, comme une émargination de plus en plus délétère et fatale, sans jamais complètement défaire le sentiment de soi du sujet souverain qu'est Emma. C'est ce conflit entre les référents qui est si puissant dans les deux livres. On comprend pourquoi la place silencieuse, voire absente du médecin blanc est si importante pour ce dispositif. Il est le destinataire par lequel cette racisation du corps apparaît. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'Emma arrive dans son récit à un point qui rendrait visible le dispositif de la racisation, et donc qui ne lui permettrait pas d'opérer aussi efficacement, le médecin quitte la pièce. C'est la chose qu'il ne peut pas entendre. Tout comme les colons de Bordeaux, auxquels Emma fera l'effort de présenter 2 fois sa thèse, la trouveront parfaitement illisible
et ne lui permettront pas d'inscrire sa mémoire de femme noire dans le grand livre de l'histoire. Alors vous voyez bien que malgré des postures marginales, les positions d'Emma et celles de Cécile sont très différentes. Cécile, celle qui regarde, en dépit du passé colonial, en dépit de la violence fasciste sur le corps féminin installée par l'ordre dictatorial, Cécile donc n'arrête jamais d'occuper le cœur du propos, d'occuper toute la place. Si elle est marginale, ce n'est pas une marginalité en fonction de sa racisation. C'est une marginalité qui s'adresse à une norme oppressante à l'intérieur de son propre pays. Emma, en revanche, malgré sa grande lucidité, qui ne permet jamais que soient oubliées les causes profondes de son exclusion et de sa souffrance, n'arrête jamais d'être confrontée au risque de déshumanisation et au risque de la réification par le regard du médecin blanc. Sa seule porte de sortie de ce lieu qui veut la renvoyer au non-être, chère Afana, est la parole, finalement, et aussi la mort qu'elle se donne, préférant celle-ci à l'éviscération ontologique et épistémique de sa personne. C'est peut-être de fil en aiguille, à cause de ces questionnements autour des représentations contrastées, finalement, de la condition noire, que je me suis tournée vers la mort pour mon sujet actuel de recherche, dont je vous parlerai un très bref moment, après avoir consacré tant de temps à la folie et aux marges. En choisissant imprudemment de réfléchir et de créer sur les vies et des morts des personnes afrodescendantes des Amériques en poésie cette fois-ci, je poursuis ce travail épistémique sur la limite et ses possibilités. Je savais déjà que j'avançais en terrain considérable, en terre minée et éreintée par le partage de l'humain et du non-humain que constitue encore la question noire sur ce continent et particulièrement dans ce pays. Je ne savais pas à quel point cette pensée même éreinterait mon propre corps. Peu habitué à se projeter à la place même de l'absence, alors que pourtant, ayant survécu à quelques dictatures, il est bien habitué au risque de la mort. À quel point la poésie que je voulais inscrire en écho et en résonance à ce arpentage serait incomplète et fuyante, disposée seulement à s'inscrire en projet, en désir peut-être, certainement en début toujours à continuer. J'avais tout de suite saisi que ce travail ne serait pas un plan de développement, une archive neutre à consulter ou à manipuler. Présentant mon propre corps, je savais déjà que ce serait sans aucun doute quelque chose de ma propre vie qui serait en jeu, qui serait risqué. Donc, avouez d'emblée que ce projet d'écriture et de recherche porté depuis quelques 3 ans, plus que ça, bien plus que ça, est de manière prévisible confronté à la démesure, au gouffre et à l'oubli. Si la subjectivité telle qu'elle s'exerce et s'écrit dans les poèmes apparaît bien comme une écologie en elle-même, c'est un écosystème fragile, en péril, qui est celui qui veut envisager avant, dans ou après l'écriture sa propre mort. C'est un projet qui me semble essentiel, qui inscrit en trouble dans l'écriture ce qui relie la poésie de ces autoristes avec lesquels j'ai fait des entretiens, leur démarche à la mienne, essentielle dans ce sens qu'il contient déjà un impossible parce qu'il contient sa finitude. Donc en ce sens, la réflexion, la poésie, ce que je mène et propose, veut, à même ma propre écriture poétique, considérer le feu, envisager la mort telle qu'elle est portée par les poètes afrodescendants ou noirs des Amériques, en amont et en aval et dans leur œuvre. Dans sa liminalité, dans son caractère radical, la mort n'est plus simplement le sort réservé aux personnes noires dans nos sociétés avides de bois d'ébène, elle est un lieu de basculement. Et je vais terminer sur cette idée de basculement tout à l'heure. Un espace poétique d'une telle densité qu'il serait capable de nous aider à penser le particulier et l'universel, un universel dégagé évidemment de ses obligations eurocentrées. Je crois ainsi qu'il est important d'ancrer le point de départ de ces réflexions dans une certaine idée de la subjectivité, une subjectivité comme écologie. Si la subjectivité poétique dans le cadre d'un tel épistémé m'apparaît comme une écologie, c'est qu'elle repose sur des conceptions très précises de la mort et de la vie, des sujets ou des non-sujets burinés construits par l'espace colonial, anticolonial, non colonial, à la fois canadien, états-unien, haïtien, caribéen et atlantique finalement. L'œuvre de Jean-Claude Charles, par exemple, poète qui est né et a grandi en Haïti, mais très vite confronté à travers le voyage sans retour que constituait l'exil aux espaces occidentaux, constitue en elle seule un bon exemple de ces mouvements subjectifs. Donc, ce que j'aperçois dans son œuvre, ce sont des formes vacillantes de la subjectivité qui s'énoncent tour à tour selon des horizons de sens très différents, très contrastés. Parfois associés au contexte épistémique et poétique permis par la révolution haïtienne, profondément atteint, certes, par le contexte de la dictature fasciste des Duvalier, parfois, au contraire, confronté à l'horizon de l'Occident, où la colonisation, contrairement à Haïti, n'a jamais été défaite, se continue, où il est conduit à s'énoncer sujet singulier en zone de non-être. Il s'agit vraiment de postures subjectives complètement différentes.
Ce que propose dans sa poésie, d'ailleurs, son recueil de poèmes s'intitule Négociation, comme si lui-même il était en négociation sans arrêt avec ses différents contextes. C'est une subjectivité qui va fluctuer depuis deux horizons au sens contraire. L'un qui prévoyait et qui prévoit encore sa rédemption dans l'humain par la mise à mort des systèmes esclavagistes et coloniaux suprémacistes, et l'autre qui, malgré sa proposition de sortie de l'état de non-droit, à suivre pour les prochaines années, mesdames et messieurs, ne s'inscrit que finalement dans la continuation de ce que Sylvia Wynter nommait le non-humain, c'est-à-dire la proposition pour les corps noirs d'échapper à toute ontologie, tout espoir de pleine humanité ou de pleine citoyenneté. En ce sens, se questionner par la poésie, cette activité qui, selon Audre Lorde, nous permet d'atteindre les idées sans nom et sans forme qui ne sont pas encore advenues, sur les écologies provoquées par les questions de la mort et de la vie, c'est se questionner sur les modalités, les potentialités et la possibilité même d'exister comme sujet, et sur les modalités de la poésie comme outil épistémique. C'est se questionner et tolérer un ensemble aussi de frictions entre des postures où le noir, la noire, tient à tour et parfois tient tour à tour et parfois même à la fois la place de l'universel humain et la place du corps racisé. La place de l'universel humain ou la place du corps racisé. Donc, par ce travail, je me situe sur la crête, toujours. La crête entre la mort et la vie, la crête entre l'humain et le non-humain, réfléchissant sur l'archive de nos entretiens, de leur poésie et de la mienne comme un lieu spéculatif. Cette idée de la subjectivité comme écologie, ou mieux encore cette posture sur la crête que je propose ici pour la première fois, pardon, j'oublie de boire, me semble rejoindre par un long détour, peut-être trop long, ce qui pourrait être le cœur d'études noires au Québec. Une ombrelle large qui pourrait accueillir à la fois les travaux consacrés tels qu'en eux-mêmes aux espaces d'indépendance de majorité noire du continent, tout autant les travaux consacrés aux spécificités de la condition noire quand elle est aux prises avec un groupe majoritaire d'ascendance coloniale qui n'en finit pas de constituer la négation et la menace. Pour cela, ce sont des postures subjectives dans la recherche et dans la création qu'il conviendra de penser de manière très fine. Autrement dit, il faudra faire preuve, me semble-t-il, d'une certaine agilité épistémique, afin que cette subjectivité puisse se concevoir dans les deux possibilités d'existence, dans les deux modalités que lui a offertes et lui offre encore ce continent. La pensée haïtienne, qui a longtemps précédé ses efforts dans ces lieux universitaires, je réfléchissais en écoutant l'introduction que les études noires existent peut-être depuis, j'ai noté la date, au moins depuis 1781, en Haïti, avec le système colonial dévoilé du baron de Vasté, si on incluait la pensée haïtienne à l'intérieur du spectre des études noires. Et puis je me suis perdue. Donc, la pensée haïtienne qui a longtemps précédé ses efforts dans ces lieux universitaires ne deviendrait pas quelque chose d'extérieur à ces efforts, ne serait pas du tout laissé à l'abandon, mais pourrait constituer un horizon de liberté où se projeter, alors même que les luttes de l'ici sont loin d'être achevées, aujourd'hui plus que jamais. Alors nous serons à la fois Cécile et Emma, celle qui peut regarder et donner du sens autant que celle dont la parole est frappée d'impossibilité, mais dont le corps résiste jusque dans la mort, jusque dans la langue dont elle ne fera pas don. Alors, il ne sera pas question que nous soyons décentrés de nous-mêmes. Il y aura certes un aménagement à faire, mais tout au contraire, les Noirs devront demeurer toujours le centre des études noires, qu'ils ne les mettraient pas en spectacle ou dans le théâtre de l'examen le plus en plus sophistiqué de leur souffrance, tels des Vénus au tinto, scrutés par des hommes et des femmes de science. Au contraire, des études noires qui mériteraient d'exister prioriseraient, désireraient la pleine libération des personnes noires ou leur liberté actualisée, actuelle, effective, indéniable. Ce seraient donc des études qui prioriseraient Saartjie Baartman chez elle et absentes des livres qui ne l'auraient pas examiné. Ce seraient celles qui auraient l'agilité épistémique de recevoir des postures apparemment contradictoires, mais qui viseraient toute notre libération. Celles qui ne sont pas les nôtres, mais qui veulent participer à ce grand chantier, se décentreront eux-mêmes pour venir nous rejoindre dans des espaces d'humanité qui seront absolument dédiés et consacrés aux personnes noires sur les crêtes fragiles de nos possibles horizons
et de nos possibles ouverts. J'ai commencé à écrire sur la mort depuis la crête où je me tiens. Mourir est beau sur la falaise quand il s'agit de dresser les limites possibles du vrai vivant. Les vents chauds et froids taillent la crête, le fil chaud dans mon dos, froid devant moi, le vent. Mourir est beau. Il y a 2 trajets à faire. D'un côté, la mort qui rapatrie les corps vers leurs promesses humaines. De l'autre, tant de corps noyés, délayés, crus, tant personnes saisies que la vie ne reverra pas, des personnes elles-mêmes s'y empressées de leurs désaveux. Mourir est beau si de cette mort je crée pays. Et non pas obtenir en fin morte un congé, le seul accessible. Non pas confirmation de tous les petits riens offerts, mis à ma discrétion. Mourir est beau si c'est pour le non raisonnable, une cérémonie qui fait surgir la vie sur la lame de la canne. Pas celle énucléée, offerte, l'autre, celle seule, qui agrippera à bras le corps les moulins nécrophages, bondira à leur rencontre pour faire sauter ce fort. Mourir est beau pour leur arracher la vie, la vie, la vie.